catholique de votre garde du corps, c'était un des gardes du corps du pape. Et Monseigneur Marquepus a répondu au pape qu'il a interpellé à ce sujet. Très simple, on ne gouverne pas l'église catholique à coup de je vous salue Marie. Il vous faut des amitiés solides, des gens qui ont de l'argent et des hommes d'influence. Voilà de quel côté va l'église. Du coup, est-ce que l'église que nous connaissions a été la même? C'est des grosses interrogations qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'était avant que les grands scandales n'interviennent. Pour vous et moi qui sommes nés en Afrique, nous avons vécu la colonisation dans ses affres les plus noirs, en partie grâce ou à cause de l'église catholique ou de ceux qui la représentaient en Afrique. Du coup, l'église catholique partie, ceux qui en ont eu l'héritage au Cameroun, qu'on a appelé les prêtres, sont donc les descendants de ceux qui étaient normalement des missionnaires, mais des missionnaires coloniaux, qui sont donc venus non seulement évangéliser, mais rendre compte aux colons de la meilleure façon de tenir les colonies. Une partie donc de l'asservissement du peuple noir africain dépend donc de l'enseignement de ces religieux qui sont arrivés chez nous, comme je précisais tout à l'heure, pour dire obéissez à Dieu que vous n'avez pas, qui vient d'Occident avec nous et qui autorise, qui impose, qui vous demande qu'à chaque jour, je prends le cas de ma grand-mère, que vous ameniez des œufs à l'église, que vous ameniez ci ou ça. Je parle de, on peut élargir la chose aux richesses d'aujourd'hui. Voyez-vous la plus grosse banque au Cameroun aujourd'hui avec un excédent dans les chiffres, c'est la banque de l'église catholique, la procure, où quelques personnes, qu'on ne peut pas citer ici, ont fait recours quelquefois pour acheter les arbitres qui sont venus officier les matchs au Cameroun. Vous savez de quoi je parle? Vous voyez, je suis gêné, je vais rester pudique, parce que ces messieurs-là se sont trompés, ils sont allés chercher des CFA, et les arbitres ont refusé les CFA et ont demandé les dollars. Mais soit c'est un autre sujet, on en parlera un autre jour. Donc l'église catholique, dans sa présentation actuelle, n'est plus ce que nous avions à cœur de préserver et de laisser en héritage à ceux qui nous sont chers, c'est-à-dire à nos enfants, tellement dans sa pratique, elle s'est éloignée de beaucoup de la Bible, qui me semble être le document central, de la parole de Dieu qui prône la charité, l'abstinence, le pardon, le partage, pour se focaliser sur la recherche de l'argent. Voyez-vous, parce que nous allons parler de sexe évidemment, il a eu, c'est la première fois dans l'église catholique, qui est la mienne, je suppose la vôtre aussi, c'est la première fois au dernier concile que, comment vous l'appelez l'actuel, qui est devenu le jeune, parce que le Benoît il est parti, c'est qui est très vétubérant là maintenant là, lui il a été battu au vote, au moment où il a été question de légiférer sur faut-il oui ou non accepter la pratique de l'homosexualité dans les milieux chrétiens au monde. Eh bien, le pape a répondu très officiellement, qui suis-je pour critiquer les hommes que Dieu a créés? Il y a eu une ouverture et il y a eu une émulation et les gens se sont mis à penser que l'Église catholique avait ouvert les portes à cette pratique-là. J'en parle parce qu'il y a eu le même débat au Cameroun. Des journalistes ont posé la question au président Paul Biya au moment de l'entrée en public de cette affaire d'homosexualité. Monsieur le Président, désormais il y a des gens qui vont avec des gens du même sexe qu'eux. Et le président Biya a répondu respecter la vie privée des gens. C'était notamment quand les listes des homosexuels sont sortis au Cameroun. Et donc après qu'il ait fait cette déclaration, il y a eu un bond substantiel dans cette affaire. C'est la même chose quand il a dit on a volé, donnez-moi les preuves. Les gens se sont mis à voler non plus par millions, mais par milliards. L'unité de vol est montée au Cameroun. Donc, pour ce qui est de l'Église, il y a donc eu ces débats en France. Et que l'Église, j'ai fini avec l'Église, n'est-ce pas? Vous montrer que ce n'est plus l'Église que nous avions qui était celle de la charité, celle de la pauvreté, celle du partage, c'est l'abstinence. Pour dire que parmi les plus engagés politiquement, il y a l'Église catholique du Zaïre, qui avait avant Monseigneur Moussengo, qui avait été invité à la conférence nationale du Zaïre, à laquelle assistait Tshisekedi Wa Mulumba, qui est le père de Tshisekedi, qui vient de remporter les élections, et qu'il y a eu, après Monseigneur Massengo, l'actuel. Et que donc chaque patron de l'Église catholique au Zaïre
viennent avec des sentiments personnels vis-à-vis du pouvoir en place. Ils sont quelquefois régionaux, ils sont quelquefois tribaux, et ils, de toute façon, sont humains, ne sont plus des principes d'égalité, d'impartialité. Tiens, le mot est arrivé. L'impartialité sortait de ma mémoire parce que nous avons vécu également la même chose au Cameroun avec Monseigneur Jean Zoua. Rappelez-vous aux années énervées de l'histoire de la démocratie au Cameroun. J'étais alors à l'université. Pendant que nous marchions pour réclamer la démocratie, eh bien, Monseigneur Jean Zoua, archevêque de Yaoundé, a fait une messe à la cathédrale pour dire que Jésus-Christ n'aime pas la démocratie et que Jésus-Christ n'aime pas les gens qui marchent pour la démocratie. Le président Biya assistait à cette messe-là avec l'équipe du gouvernement en complet. Malheureusement pour lui, pour Monseigneur Jean Zoua, le père son âme, c'était pas spécialement une lumière à mon sens. Je risque de heurter Bikele et Simon Pierre là, dont c'est un peu un des oncles, a dit, le président Biya, 7 jours seulement après, il faut que le Cameroun se prépare à la concurrence. Après avoir assisté à la messe, à la cathédrale, à laquelle assistaient des musulmans, comme Belobouba Maïgari qui a communié ce jour-là. Voyez-vous, ça dit qu'il n'y a pas d'église sans conviction. L'église et les personnels. Donc, l'église catholique du Zaïre est, depuis les indépendances, une des plus engagées politiquement. Non engagée comme les missionnaires qui ont secouru, aidé les sandinistes au Nicaragua. Vous savez, le mouvement sandino, c'est les missionnaires qui ont soigné les blessés de guerre, qui ont récupéré les orphelins. Et du coup, le mouvement sandiniste doit beaucoup à l'Église catholique d'Amérique latine, qui, elle, est une Église catholique de révolution, qui, elle, est aux côtés du petit peuple pour émanciper non seulement les religions, mais les partages. Parce qu'à travers les mondes, hein, vous avez vu ce que je dis, le problème central, il est sur le partage. Très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Au total, donc, à l'Église du Zaïre, il y a eu un phénomène central, principal, c'est celui de l'appartenance ethnique. Selon qu'un évêque est de telle région et que le pouvoir en place est de sa région, eh bien, il a souvent eu la tentation de tendre une oreille attentive aux desiderata politiques du pouvoir central. Aujourd'hui, celui qui a gagné les élections s'appelle Étienne Tshisekedi et n'est pas spécialement dans la même obédience ethnique et religieuse. Vous allez voir ce que je veux dire, et mystique. Parce qu'on soupçonne l'évêque actuel d'être franc-maçon. Je voulais préciser que les deux étaient incompatibles et que c'est un réel sujet de préoccupation dans l'Église catholique aujourd'hui. Faut-il accepter l'intrusion des sectes à l'intérieur de l'Église? Faut-il qu'il y ait les francs-maçons? C'est un débat qu'avait abordé à son époque Benoît XVI, malheureusement qui a pris très rapidement sa retraite et qui, je crois, n'a pas voulu ou s'était opposé au pape actuel qui était alors cardinal et qui était secrétaire, je crois. Parce que le secrétaire, finalement, devient presque souvent pape. Bon, je dirais que c'était donc la première fois que le pape avait été mis en minorité parce que un consul avait été convoqué pour qu'on interroge les cardinaux. Les cardinaux, c'est les ministres de l'Église. Donc, ils sont chargés de voter pour donner l'orientation. Eh bien, les cardinaux ont voté non massivement à l'homosexualité. Et le pape s'est abstenu, qui a été battu, qui lui, l'actuel pape alors, hein, je parle au présent, vous voyez, qui a dit que l'homosexualité, s'il n'empêchait pas que quelqu'un soit chrétien, eh bien, il n'était pas Dieu, lui, pour s'opposer à un homme que Dieu a créé. Et voyez-vous, pour entrer dans cette église du Zaïre qui a pris position pour Fayoulou, il faut dire que cette église, elle a penché aujourd'hui du côté de la France. Parce que celle qui était en place à l'époque était du côté de la Belgique. Le Zaïre est un grand enjeu écologique, économique, qui a même démographique, avec 80 millions d'habitants. Donc c'est un gros enjeu. Oui, et stratégique, parce que situé au cœur de l'Afrique centrale, avec les plus grandes réserves d'eau. Vous savez, oui, voilà, des réserves d'eau même, parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'en 2022, la richesse la plus rare, ce sera l'eau. L'eau sera devenue un enjeu politique et économique. L'eau, c'est pour ça que l'Afrique aujourd'hui est convoitée, parce que l'Afrique est un vaste réservoir d'eau. Donc, la France
décide, on va parler brutalement aujourd'hui, n'est-ce pas, décide d'avoir un droit de regard aux Zaïre dans ces élections, pour la contrôler l'élection à dessein. Quand on a commencé notre entretien, je voulais qu'on parle des chemises jaunes, des gilets jaunes. Parce que le tout est lié. Le jeune Macron qui arrive est le candidat des riches. Et les riches demandent des coupes drastiques dans les salaires des petits gagnants. L'homme de la rue, l'homme de tous les jours. C'est ce qu'il fait. Il va jusqu'à proposer qu'on fasse des coupes sur l'argent des retraités, ce qui a été fait. C'est l'argent des retraités. Eh bien, la note devait passer à l'Assemblée nationale et cette note n'est pas passée. Avant que le mouvement des Gilets jaunes n'intervienne pour que Macron recule. Parce que parallèlement, il avait décidé d'exonérer toutes les grosses fortunes d'impôts. Parce qu'ils ont bénéficié de la plupart de leur soutien, ou la plupart de leur soutien financier pendant ces élections qui n'étaient pas spécialement les siennes. Parce que tout le monde se rend bien compte aujourd'hui que c'était un hold-up électoral. Eh bien, pourquoi ce malaise? Parce que Macron sait que la France, qu'on a présentée comme la 5e puissance militaire du monde, est aujourd'hui la 16e puissance économique du monde. Que la France consomme plus qu'elle ne produit. Vous avez dit qu'on parle brutalement. Vous voyez la montre que vous aviez l'autre jour, vous l'avez pas mal. Ah là, voilà, tiens, justement, est une montre de fabrication chinoise. Ce n'est pas que je pense qu'elle n'est pas jolie, elle l'est. Et donc, elle va en France après avoir été fabriquée à Taïwan. Les Français l'achètent. Et ils mettent Made in France. Ils viennent la vendre en Afrique du triple prix acheté à Taïwan. C'est un peu en servant de puissance intermédiaire entre ces colonies et les autres puissances réelles, celles-là, économiques, que la France a réussi souvent à tirer l'épingle du jeu jusqu'à maintenant. Rappelez-vous de la célèbre phrase du général de Gaulle: la France n'a pas le pétrole, mais elle a les idées. Et il faut ajouter et quelques vassaux. Les vassaux, c'est les chefs d'État mal élus qui tirent leur légitimité du soutien de Paris. On va y arriver. Et donc, les gilets jaunes, c'est quoi? C'est le refus de l'augmentation du prix du carburant. La première chose qui vous frappe quand vous arrivez à Paris, c'est le nombre de personnes qu'il y a qui circulent dans les voitures et qui sont des hommes ordinaires. C'est le contraire au Cameroun, où la première chose qui vous frappe quand vous vous placez à la poste centrale, c'est le nombre de personnes assises derrière avec un garde du corps. Et c'est le paradoxe d'un pays qui a une économie chancelante. Et donc, la consommation du carburant dans ce genre de pays est très importante. En taxant le carburant, M. Macron, oui, pensait résorber une partie des dettes de l'État. C'était possible. Mais c'était sans compter sur le fait que le salaire le plus grand, quand vous avez pris le français au quotidien, comme on dit le SMICAR, eh bien le français au quotidien qui mange sa baguette, qui habite un machin de 23 mètres ou je ne sais pas quoi, c'est 2000 euros. On a regardé l'autre jour, vous et moi, c'est 1100 euros. Quand vous taxez cela, c'est-à-dire quand vous enlevez les impôts, il reste à tout casser 800 euros. Pas grand-chose pour son quotidien, manger, se vêtir et programmer, si c'est possible, des cadeaux et des jours aux enfants. Voilà ce que les Français disent à Macron. Eh bien, ce que Macron ne lui peut pas dire aux Français, parce qu'il faut qu'il le leur dise, c'est que je n'ai pas d'argent. La France n'en a plus. La France n'a plus de réserves pétrolières. Enfin, elles s'épuisent. Elles ne sont plus aussi importantes qu'elles l'étaient. Vous avez dit qu'on parle, on va parler brutalement aujourd'hui. Celui qui a fait des réserves pétrolières substantielles, parce que c'est le cas aujourd'hui, eh bien, c'était M. Sarkozy, qui était un baroudeur. Mauvais président, évidemment, pour l'Afrique, à cause des événements en Libye. Mais la France, et en Côte d'Ivoire, mais la France s'est approvisionnée en pétrole, en Libye et en Côte d'Ivoire, des réserves qui ont servi sur près de 2 dizaines d'années. Vous comprenez? Eh bien, il y a eu l'intermède Hollande, qui avait une diplomatie morte, où il n'y a pas eu un chef d'État spécialement à l'obédience de la France, où des politiciens, dans la perspective de battre Hollande, sont surtout venus voir des chefs d'État en Afrique pour constituer leur butin de guerre dans la perspective des élections européennes, législatives
et présidentielles. Je n'ai pas cité le municipal à dessein parce qu'en France, le maire est véritablement un auxiliaire d'administration parce qu'il est en contact avec les populations. C'est pour ça que les maires bloquent le discours, le dialogue national que prône M. Macron depuis un moment. Édouard Philippe d'ailleurs s'est vu dire un niet complet avant-hier par par le jeune qui lui a dit non, les maires ne participent. Il est le président de la confédération, la puissante confédération des maires de Paris. Donc je disais qu'il n'y a pas eu de réserve pétrolière suffisante que Macron a trouvé précédent au pouvoir. Donc en taxant les réserves pétrolières qu'il a, il peut aider à résorber une partie du chômage et à refaire tourner l'économie chez lui en France. Par économie, j'entends déjà les charges sociales qui sont très importantes. Parce que vous comprenez désormais pourquoi il y a la xénophobie en France, pourquoi quelques personnes sont racistes. C'est parce que quand vous arrivez et que vous êtes malien, que vous parlez en français très élémentaire, et que vous bénéficiez de la sécu, que lui, le français, qui est le français de France ou de Normandie, a 800 € ou est au chômage carrément et doit attendre la manne de l'État, eh bien, il pense que c'est une injustice, ce qui me semble le cas, à vrai dire. Non. Il ne trouve pas d'argent, Macron. Donc, il faut trouver cet argent. Il faut trouver ce pétrole. Dans la foulée, il y a des élections en Afrique. Parce que Macron, il était en Afrique il y a seulement 3 semaines, au Tchad, qui est un grand producteur de pétrole. Et donc le pipeline passe par le Cameroun. Le Tchad qui a eu les élections les plus contestées après celle du Cameroun en Afrique centrale ces derniers temps. Oui, au Congo, c'était plus les élections, c'était la sauvagerie. Donc, il y a au Tchad tout un assemblage d'éléments qui justifient que la France, qui est la mère de la démocratie, refuse de cautionner qu'un chef d'État comme Idriss Déby, tout guerrier qu'il soit, ait autant foulé aux pieds les règles de la démocratie et de la norme de la gestion politique. Tel qu'entendu en latin, évidemment, hein, c'est-à-dire la noblesse de la chose. Et donc, il faut faire ses réserves. La France fera ses réserves dans les pays du précaré, c'est-à-dire au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique, au Tchad, j'ai cité le Cameroun, au Niger et au Mali. Si vous regardez ces zones, la plupart de ces pays ont des, comment vous appelez cela, des grands camps militaires français, des bases militaires françaises. Le Cameroun ayant la présence française la moins forte, en Yaoundé notamment. Mais tous les autres pays d'Afrique centrale cités sont des bases militaires. C'est pour ça qu'un coup d'État comme celui de Libreville n'aurait pas pu réussir parce qu'il a suffi que les services secrets brûlent les ondes pour que les différents protagonistes ne s'entendent plus, ne communiquent plus entre eux. Donc, c'est dans la foulée qu'il y a les élections au Zaïre. Le Zaïre qui est une colonie du Congo, de la Belgique. Et la France sait que les réserves pétrolières au Cameroun, au Tchad, au Mali, ça m'énuise. Il faut donc élargir ces possibilités. C'est comme cela que le président Sarkozy est allé en Angola. Tous les chefs d'État pratiquement français y sont allés ces 10 dernières années. C'est comme ça que M. Macron, je crois, y a envoyé son Premier ministre, ou Le Drian, il y a été 2 fois déjà. C'est comme ça qu'on a élargi la présence militaire également en Angola. C'est dans la perspective du pétrole qui, de nos temps, est un enjeu. Par pétrole, j'entends la matière brute. Nous, on extrait l'essence, nous, on extrait. Donc, voici le vrai problème en France. Et du coup, le Zaïre, qui est un scandale écologique, intéresse la France. Si la France réussit en soutenant quelqu'un comme M. Fayoulou, dont on sait aujourd'hui que c'était le chouchou de la France pour ces élections, eh bien la France aura un droit de regard dans la gestion du pétrole à l'après-Kabila. Et c'est comme ça que la France jette son dévolu sur M. Fayoulou. Il faut qu'on dise des choses aux gens désormais. Et dans la foulée, M. Kabila, on a présenté comme étant un guerrier ougandais ou burundais, sans que les intérêts du Zaïre seront lourdement menacés. Et donc fait une alliance politique avec un homme qui s'appelle Etienne Tshisekedi. C'est comme cela que la France s'oppose à la victoire d'Etienne Tshisekedi, qui lui est pro-belge, qui lui défend les intérêts du Zaïre, avec le président Kabila, qui lui a le souci désormais de rester dans l'histoire comme celui qui a réglé la transition. Voilà pourquoi la France, au total, a décidé de soutenir quelqu'un qui réellement a perdu. Mais je vais arriver à quelque chose de simple. C'est que,
En français facile, ça s'appelle de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Monsieur Le Drian est ministre des Affaires de la France intérieure. Le problème des gilets jaunes est suffisamment préoccupant pour que monsieur Le Drian s'en préoccupe à longueur de journée. Qu'avait-il à aller dire des choses incroyables au Zaïre pour que le Zaïre commence à compter 15 morts hier et près de 70 blessés parmi les policiers. Vous savez que si l'Afrique centrale s'embrase au Zaïre, les échos se font sentir, les effets néfastes au Gabon, au Congo et au Cameroun. Mais nous avons, vous dire que au Cameroun, nous avons déjà des familles de quelques ministres ici. Et si on ouvre le débat, les élections présidentielles au Cameroun ont été très contestées. Y a-t-il eu le même jugement de la France? La France a plutôt félicité le gouvernement de Yaoundé en chassant, en chassant tout ce qui venait proposer le recompte, seulement le recompte, tout à fait. Oui, des voix, en refusant tous les recours et en tendant une oreille attentive à une cour constitutionnelle, écoutez le nom, la cour constitutionnelle, qui a décidé que ces décisions sont, pardon de me reprendre, sont de non-recours, que dès qu'elle a décidé, personne ne peut plus les remettre en question. Voilà, je crois, aujourd'hui, ce qu'on appelle la réelle politique, malheureusement, qui se fait au détriment de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, sur le Zaïre, il est à peu près certain que toutes les velléités d'indépendance, dans la démocratie et dans la paix, des peuples soumis, des peuples écrasés, des peuples violés par les pouvoirs dictatoriaux d'Afrique centrale, eh bien, toutes ces velléités seront écrasées et que la France restera inactive, restera indifférente et même peut-être complice parce qu'elle a besoin de refaire ses réserves en matière naturelle, notamment en pétrole. Alors, vous parlez là du pétrole, effectivement, ça nous permet de revenir ça nous permet de revenir au Cameroun aujourd'hui, parce qu'il y a une actualité aussi qui a fait d'ailleurs les choux gras de la toile et des médias. C'est la fondation Ayapol qui est allée récemment donner des dons, si le peuple, aux prisonniers, mais qui ont été surpris d'être refoulés par le registre de prison. Et hier encore, la fondation, à travers son représentant, M. Aya, a reçu des messages de menaces de mort d'un individu qui a eu la peine de voiler son identité. Quelle est la lecture que vous faites de ce rejet des dons aux personnes ici? Voyez-vous, il faut peut-être ne pas parler des dons de M. Ayapol, qui sont la preuve que Dieu existe, qu'il y a toujours cette flamme humanitaire en chacun de nous, en quelques personnes altruistes encore, ça existe au Cameroun. Aujourd'hui que tout le monde est versé dans le lucre et dans le spirituel. Bon, c'était poli. Et donc, une initiative comme celle-là doit être saluée. J'ai vu, comme vous, la préparation pour la visite déjà aux réfugiés. C'était d'énormes sommes d'argent qui avaient été dépensées par la Fondation Ayapol. Et par ces temps de ramadan financier que quelqu'un consacre, non consentisse, non sacrifie autant d'énergie financière, relève de la foi au Cameroun, de la foi en la qualité des hommes et de la foi en l'avenir de notre pays. Et donc ce sont des hommes à saluer. Et c'est des entreprises encouragées. Au lieu de quoi, il m'a été rapporté que le régisseur de la prison centrale de Yaoundé les a chassés. A demandé même que les prisonniers rendent les sacs de riz qu'ils avaient déjà reçus, que les prisonniers rendent les médicaments et les habits qu'ils avaient déjà reçus. Voyez-vous, j'ai de la peine à ne pas faire le parallèle avec l'événement qui a fait scandale la semaine dernière, où le ministre Atandakuna Basile a fêté son anniversaire à Kondegui. J'ai vu ça dans la toile avec vous, avec du champagne et des filles. Et sa famille. Et des filles. C'est-à-dire que c'était un anniversaire encore plus beau à Kondegui. Vous et moi n'avons jamais vu, nous, refoulés par le destin, à nous occuper de quelques Guinness, pardon pour la mauvaise publicité, n'avons jamais vu autant de libations que le même régisseur a dû
en ne précisant pas s'il était invité ou pas, demander à M. Atanakuna d'être plus discret prochainement, de ne plus faire cela prochainement. Donc, voilà le parallèle de quelqu'un qui vient aider ceux qui n'ont pas, qui sont démunis, qui pour la plupart sont seulement des prévenus, ne sont pas encore condamnés, qui sont sans famille, parce que vous trouvez là-dedans plein de personnes qui ont volé une sardine, qui meurent de kwashiorkor, qui meurent de famine, qui meurent de gale. Eh bien, quand un tel monsieur voit un morceau de savon, c'est un don du ciel. Qu'il l'ait reçu et que vous l'ayez retiré, me semble de la pure méchanceté. Surtout que celui qui l'a amené n'est pas allé le donner avec moult télévision. C'est un acte digne, discret, c'est un acte humanitaire. Mais au-delà de ça, je voulais peut-être rentrer sur la cause principale de tout ce qui a provoqué ceci. J'avais dit qu'on attendait que Berlin nous interpelle. C'est un des sujets de la conférence de Berlin d'aujourd'hui, c'est la crise anglophone. Qu'il faut désormais prendre comme la preuve de l'inertie, de la maléducation des gens qui nous gouvernent. Parce qu'ils ont mal lu des livres qu'ils essayent d'interpréter ou qu'ils ont refermés immédiatement après les avoir lus. Chez nous, un intellectuel, c'est celui qui parle bien français et en anglais. Non, celui-là, il est polyglotte parce qu'il parle bien la langue de l'autre. Il n'est pas un intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui programme, organise, censure et régente, distribue et communique. Quand vous êtes battu avec votre frère à Yaoundé, que vous rentrez chez vous à Bazou, à Banganté, c'est généralement votre père qui n'a pas été à l'école qui vous fait asseoir et qui vous éduque. Tous les deux, vous avez des doctorats et vous partez de là serein et convaincu qu'il avait raison. Eh bien, ce sont ceux-là qu'on appelle des intellectuels, des gens qui ont la sagesse et le savoir. Ce n'est pas le cas chez nous où des gens lisent à longueur de télévision des livres qu'ils ont mal lus et mal assimilés. J'en parle parce que un conflit comme celui avec nos frères anglophones est parti d'une base simple. C'était un sentiment d'injustice. L'injustice, elle était tridimensionnelle. Vous étiez avec moi à Bamenda 2 fois de suite pendant la guerre. Nous en sommes revenus indemnes. C'est-à-dire que ces jeunes gens savent que voici des gens qui disent des choses réelles. Le problème central à Bamenda, il était lequel? Il n'était pas le bilinguisme. Non! Vos enfants sont dans les écoles anglophones. Votre épouse est anglophone. Vous mangez le héros. Donc, dès que j'ai parlé de ces trois dimensions, parce qu'un enfant, c'est l'avenir de votre famille. L'alimentation, c'est ce qui vous tient en vie. Votre femme, c'est la génitrice, c'est la mère, c'est la coordinatrice. Eh bien, le fait donc du bilinguisme et du multiculturalisme, comment on appelle ça, n'en était pas. C'était une forfanterie, c'était de la bêtise. Ça ne veut rien dire cela. Le problème, j'avais dit, il était tridimensionnel. Il n'était même pas le problème de la traduction des textes au hasard. Dans les textes politiques, dans les manifestations politiques, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ou qui le remplit, qui remplit le vase. C'était cela, la bagarre des enseignants, c'était cela, la querelle des avocats, c'était cela, qu'est-ce qu'il y a encore eu là-bas, les grèves des étudiants, qui sont la manifestation visible d'un malaise politique réel. Il est lequel le malaise politique? Puisque c'est le cas de la tridimension que j'avais commencé à énumérer. Il est le non-avenir de toutes les générations arrivées après les indépendances. Depuis 1960, ceux qui ont participé à la conférence de Fumban sont ceux qui gouvernent dans le Cameroun anglophone. Les Mouna, les Foncha, les Ndélé, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a près de 10 familles. Le reste de ce qu'on appelait les non-nés ne sont pas aux affaires là-bas. Voilà. C'est-à-dire, de toute façon, le frère, ce n'est pas bon. Allez-y. S'il m'avait posé un problème, c'est les non-nés. Pardon pour l'interruption. Et donc les non-nés posent le problème de leur avenir. Nous qui ne sommes pas les enfants des Mouna,
Parce qu'il faut préciser que les Mouna, les Tandem, les machins partis, eh bien leurs enfants ont été acceptés par le pouvoir de Yaoundé comme les interlocuteurs nécessaires et utiles. Il n'a pas encore le niveau de téléphone de madame. Moi aussi je travaille. Comme je suis au travail. Donc voici donc au total de ça, un problème central. Il est celui de la non-participation de cette jeunesse-là dans l'avenir du Cameroun. Quand vous avez parlé longuement avec Mancho ici, il vous dit, dans notre société, nous ne sommes rien. C'est la preuve qu'il y a eu un désintérêt du pouvoir central de Yaoundé sur la répartition du pouvoir à Bamenda. Les seules personnes détentrices du pouvoir sont les enfants issus des grandes familles. Or, en 1960, ici, il n'y avait aucune grande famille, tout le monde était parti sur le même pied d'égalité, sur le point central, la jeunesse qui pose ces problèmes. Et dans cette jeunesse rurale, on va utiliser ce terme, ou dans cette jeunesse sans famille, dans les groupes people, eh bien, on a trouvé de grands intellectuels, d'imminents cerveaux, d'imminents enseignants, d'imminents avocats, qui donc ont mené les grèves des avocats et des étudiants. C'est de ça qu'il s'est agi. Le deuxième problème, il est celui de l'acceptation culturelle des anglophones comme étant des entités, j'ai dit culturelles parce qu'il faut avoir une culture du partage, comme étant des entités intégrantes, permanentes, entières et équitables de la chose politique au Cameroun. Je vais justifier ce que je dis là, ce n'est pas de la normologie. Ça veut dire que depuis M. Aïdjo, le partage du pouvoir était tel que il y avait, et d'ailleurs c'était dans les textes de Fumban, un président ici, un vice-président là-bas, un président ici, un président de l'Assemblée nationale là-bas, un premier ministre là-bas, et ainsi de suite. Et le partage était fait de telle sorte qu'il y avait des ministres d'État qui représentaient le État anglophone dans les grandes décisions qu'il y avait dans les grands cercles politiques au Cameroun. Dans les grands cercles politiques au Cameroun. Aujourd'hui, depuis pratiquement 30 ans, nos frères anglophones ont perdu l'essentiel de leur pouvoir politique en termes de position privilégiée. Il n'y a plus de banquiers anglophones de poids, il n'y a plus d'hommes politiques cooptés par le pouvoir central, payés par les finances publiques centrales, anglophones de poids. Il n'y a plus. La liste est longue. Cela est vrai tant du côté des hauts cadres d'administration que des banquiers, que de l'Église catholique, qui est au Cameroun aujourd'hui, Monseigneur Toumi étant parti, Et ce problème est réel également au Cameroun. Il n'y a plus, le dernier ministre d'État anglophone s'appelait Edbetabi Emmanuel, et désormais on a pris quelques rois de lait, quelques petits amis, toujours coupés de la base à Bamenda. Je voulais saluer bien bas le ministre Tanganji. Et donc il y a ici cette contradiction voulue entre ceux qui ne représentent rien auprès de la base, qui ont l'oreille de Yaoundé, et ceux qui ont l'oreille de Yaoundé, qui ne sont rien chez eux. Parce que je voyais ce que je veux prouver, c'est que du coup, quand c'est eux qu'on envoie pour les élections municipales et législatives, il y a donc de grosses tricheries, de grosses manipulations électorales, parce que ces personnes, personne ne les connaît là-bas à la base. Ainsi va de la nomination de M. Yam Filemon, Premier ministre du Cameroun, après avoir été 30 ans ambassadeur du Cameroun au Canada. C'était au Canada ou au Japon? Au Canada, je crois. Mon Dieu, il ne connaissait plus personne ici. De rentrer et d'être nommé d'abord au palais et ensuite Premier ministre a fait qu'il y a eu au moins une secousse dans la nomenclature politique camerounaise. Se reconstituer des équipes, se reconstituer même des laudateurs, se reconstituer un brain trust, se reconstituer ceci. Et cela a perdu au Cameroun au moins 5 ans. Parce que M. Yoni a tendu, M. Yang a tendu l'oreille à ses conseillers qui, eux, n'étaient pas toujours très honnêtes avec lui, qui, eux, n'étaient pas toujours
exempt de toute corruption, parce qu'au Cameroun, chacun sait que quand on a déposé votre dossier, il faut le motiver. Voilà en partie un problème que posent donc ces frères anglophones. La répartition du pouvoir. Le troisième et dernier problème, parce qu'on parlait de la fondation Aya. Je peux vous relancer avant qu'on revienne sur la fondation. Nous avons constaté qu'au Cameroun, les médias ont quasiment démissionné de la crise anglophone. On n'en parle presque plus. Et des gens meurent au quotidien, que ce soit du côté des séparatistes ou bien du côté de l'armée camerounaise. Selon vous, pourquoi est-ce que les médias qui sont censés faire un travail citoyen, c'est-à-dire donner la bonne et la vraie information, sont restés muets devant cette réalité? Parce qu'il y a l'argent et que les gens sont pauvres. Parce que les médias sont clochardisés à dessein au Cameroun. Parce que quand vous n'avez pas l'argent pour aller à l'imprimerie, vous ne sortez pas votre journal. Parce que quand quelqu'un qui vous donne 500 000 vous dit je veux qu'il y ait à la une ma photo, bien vous le faites. Quand quelqu'un qui vous a donné 1 million vous dit je t'amène même saluer le président de la République demain, qui ne veut plus que tu parles la question anglophone, eh bien vous le faites. Parce que vous voulez espérer un autre million après. Parce que votre bailleur est tout le temps de mauvaise humeur avec vous. Parce qu'au marché, le sac de riz désormais est monté à 35 000. Parce que, donc, le quotidien des Camerounais est tellement délabré aujourd'hui, je parle financièrement, s'entend, et d'ailleurs politiquement et socialement aussi, que aujourd'hui, à 50 francs, vous achetez quelqu'un pour empoisonner un autre. Regardez, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat. On a brûlé mon domicile, tiré sur mes chiens, brûlé toutes mes voitures. Les enquêtes ont déjà abouti. On sait désormais ce qu'ils ont fait. Et si on vous dit le prix qu'ils ont eu pour venir assassiner un journaliste, un directeur de publication, vous verrez à quel niveau la misère a poussé les Camerounais de désespoir aujourd'hui. Il y a donc ce fait. Alors j'étais en train de finir avec le troisième volet de ce problème anglophone. Avant d'arriver sur le Kaya, il est que, dans le cadre de la crise anglophone, il est que depuis 1960, un peu avant d'ailleurs, le pétrole du Cameroun est exploité. Les anglophones posent le problème de la destination de l'argent de ce pétrole. Où va l'argent du pétrole de l'IME depuis 1960? Eux sont convaincus qu'il va à l'État central, c'est-à-dire à l'État francophone, et nous avons eu pour devoir de leur dire qu'il ne va nulle part, même pas à l'État francophone, puisqu'on ne voit aucune réalisation substantielle, ni à Yaoundé, ni à Douala, venue de la vente du pétrole. Eh bien, pour ceux qui ne sont pas revenus au Cameroun depuis un moment, il y a eu une guerre ici qui s'appelait la guerre de Bakassi. Bakassi étant une presqu'île. La presqu'île de Bakassi est composée de 4 îles, qu'on appelle, on va parler en français, n'est-ce pas, parce que nous pensons qu'elles sont camerounaises, puisque celle de Chaban, au Nigeria, on l'appelle Habana. Il y a donc Isangele. Vous allez voir pourquoi j'ai commencé par citer Isangele. Kumboa Bedimo, Ida Bato, et donc Chaban. 4 îles. Et d'après nos informations de très bonnes sources, on vient de découvrir d'immenses poches de pétrole à Isangele, exploitables sur près de 70 ans, à des taux incroyables de barils par jour. Et certains milieux anglophones informés se sont constitués pour s'interroger sur l'opportunité de reconfier la gestion de ce pouvoir, de ce pétrole, à l'État central de Yaoundé. Il s'agit simplement de cela, de la guerre autour du pétrole de Isangele. Il m'a semblé que les grandes opportunités basaient une partie de leur grande réalisation sur l'exploitation du pétrole d'Isangele. Et que les anglophones à qui appartient ce pétrole, s'ils considèrent que là-bas est chez eux et qu'il n'appartient plus à l'État central, eh bien, et que les anglophones disent que vous ne l'exploiterez plus pour envoyer les filles en Europe à acheter les voitures et vivre dans un îlot de misère, alors que nous survivons assis sur des puits de pétrole. C'est cela qu'il faut interroger. Quand une puissance soupçonnée à tort ou à raison comme le Canada
par exemple, le temps l'aurait à cette affaire, eh bien, elle peut, si elle pense que ses intérêts seront privilégiés, accorder des armes à des gens qu'on a appelés ici les Amazoniens qui peuvent être des sécessionnistes. Mais je voulais, au-delà de ce développement, et de l'énoncer des trois principales raisons de cette crise qui sont l'avenir des jeunes. Parce que qui se bat là-bas, ce sont des jeunes à qui on propose 300 000 francs de salaire par mois et une moto, vous le savez. Pour un jeune qui est à Kumbo, qui n'a pas d'avenir, qui n'a rien, vous lui donnez 300 000 francs par mois et une moto, eh bien, c'est une chance. Donc, il faut trouver un avenir à ces jeunes. Personne n'en a parlé dans toutes leurs grandes réunions. Parce que justement, pour entrer à l'ENAM, il faut appartenir à telle famille. C'est précisément ce que les jeunes de Bamenda nous ont dit. Nous, on est personne, on a nos diplômes, on en a marre, on conjugue notre avenir à l'imparfait. Le deuxième problème que j'ai cité ici, c'est la répartition du pouvoir central. Les anglophones n'ont plus de pouvoir, de position de pouvoir réelle. Pour parler l'autre jour de l'actuel Premier ministre, chacun sait que c'en est un de paille, qu'il est là pour une situation précise. Et que si vous le prenez de façon sérieuse, comme cela, en valeur absolue, c'est un Sawa. Et du coup, les anglophones du Nord-Ouest, qui ne sont pas Sawa, ne se reconnaissent pas en lui. Et ça va réalourdir la situation politique au Nord-Ouest et au Sud-Ouest au lieu de l'agrandir. Parce que l'essentiel des commerçants, l'essentiel des forces vives, l'essentiel des hommes actifs vient quand même du Nord-Ouest dans cette affaire. Il faut avoir le courage politique et économique de le dire. Et je parlais en dernier point de cette histoire de pétrole. Pour chuter sur ce que je voulais dire, cher ami, que nous avons réussi à discuter, à donner des milliards à Boko Haram, des gens qui n'étaient pas nos frères, que nous ne connaissions pas, qui ont brûlé le drapeau du Cameroun, qui ont assassiné et violé les femmes des ministres, qui ont divisé le territoire du pays, qui ont implanté un drapeau ici, qui ont fait, eh bien, qui ont mis des bombes, et ça se poursuit toujours aujourd'hui, qui ont endeuillé nos familles par milliers de morts. Nous avons discuté avec eux. Nous nous sommes même assis avec eux. Nous avons donné des milliards à ces gens transportés par les pompes de ces régimes. Pourquoi ne réussissons-nous pas à négocier avec nos frères anglophones, qui sont nos frères? En 1800, au Cameroun, il n'y avait ni anglophone, ni francophone. Si vous avez négocié avec, pardon de dire comme cela, c'est un thème générique, les Aoussa, comment ne pouvez pas vous négocier avec des Anglos qui sont à côté de vous? C'est le problème simple qu'il faut poser. Et la solution viendra quand on aura posé cette question. Elle a quelques sous-chapitres que je peux évoquer. Le pouvoir central à Yaoundé a tellement de gens à rétribuer aujourd'hui qu'il n'y a plus grand-chose. Quand on a près de 70 ministres, ou 80, si on ajoute les assimilés, eh bien il n'y a plus beaucoup de postes à consacrer à chacun. La répartition devient difficile. Quand on a des affidés qui sont des inconditionnels, avec qui on s'est engagé même de façon mystique, il devient difficile de s'en départir. Du coup, la répartition du pouvoir, vous voyez, on parlait du remaniement. Les remaniements deviennent de véritables casse-têtes. On peut enlever ceci, non, on a fait ceci avec lui, on ne peut pas. On peut enlever celui-ci, non, vous savez, là on a été. On peut, évidemment, et ça ne peut pas autoriser la répartition équitable du pouvoir que veulent les anglophones. Et je jette juste des pistes. 2. Il est évident aujourd'hui que la guerre rend riche. Tous les interlocuteurs dans cette guerre sont devenus multimilliardaires en quelque temps, au détriment souvent des soldats qui sont les combattants sur le terrain. Il y a les bandits qui rançonnent les populations, pillent les boutiques. Il y a dans l'armée les hauts ponteux du pouvoir. Ça là je cite pas, ce n'est pas moi qui le dis, je cite un journal de la place, qu'il faut soupçonner également. Il y a plein de raisons, plein de personnes qu'on cite qui n'aimeraient plus que cette guerre s'achève. Il faut donc un toilettage réel dans tout l'engrenage pour qu'on ait
qu'on commence à percevoir, je crois, une vue. Mais le problème central viendra de la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi ne voulons-nous pas négocier avec les Anglos, qui sont nos frères, quand on a négocié avec les Tchadiens, les Sahara, les Toupouri et les Aoussa, qui ont envahi le Cameroun et égorgé des gens chez nous? Est-ce plus compliqué d'aller négocier avec un gars à Bamenda que de transporter des milliards pour aller dans une forêt au Nigeria et les donner à quelqu'un qui vient de poser des bombes à Mora ou à Kolofata? Voilà le problème qu'il faut poser aujourd'hui. Maintenant, pour revenir au cas de la Fondation Aya, on se souvient, il y a eu le gouvernement camerounais a lancé un projet parlant effectivement du soutien aux populations anglophones, mais nous avons constaté que malgré, on a parlé de près de 13 milliards qui ont été rassemblés, mais on ne sait pas, on n'a jamais vu, du moins à ma connaissance, on n'a pas vu. Est-ce que vous n'avez jamais vu une cotisation du Cameroun aboutir? Rappelez-vous pendant la guerre à Boko Haram, avec Boko Haram, un moment ici, on avait demandé un coup de cœur aux Camerounais. Les gens avaient donné des chaussettes, des arachides, des préservatifs, des paquets de sucre, ainsi de suite. Et un colonel d'armée, heureusement qui a été relevé, éradié de l'armée, a ouvert des boutiques. Et interpellé, il a dit: je ne suis pas le seul, vous voyez seulement les boutiques que moi j'ai et ceux qui prennent l'argent et tout ça. Il va de ça, comme de l'argent, les 13 milliards dont vous parlez. La pratique est longue dans le régime du renouveau national. Si vous rentrez sur Conchou, là vous ramène sur l'argent du mondial, le coup de cœur. Il vous a dit que l'argent était toujours de Yaoundé et New York. L'argent est toujours, l'argent vole toujours vers New York. Le coup de cœur des Camerounais, du coup on ne sait pas là où il est parti. Non, je crois qu'il y a des raisons de penser que ce conflit bénéficie à trop de gens et que beaucoup de gens désormais n'ont pas intérêt à ce que cela s'arrête. C'est dommage pour les vies. Mais voyez-vous à quel point les gens sont prêts à vivre, même dans le sang et les larmes des autres, pour quelques voitures qui ne sont qu'un assemblage de roues, c'est-à-dire de caoutchouc et de fer. Voilà ce que c'est une voiture. Avec un vélo, vous voulez aller à Messamena, chez moi, vous êtes encore plus à l'aise qu'un monsieur qui a une Pajero, parce que les trous qu'il y a là vous obligeront à vous arrêter. Et les troncs d'arbres qui jonchent la route, ou ce qui en tient lieu, évidemment, vous empêche d'y arriver avant moi, qui suis à vélo ou à pied. Je crois qu'il y a, je parle sous le couvert des sujets qu'il y a à la conférence de Berlin aujourd'hui, ces interrogations sur l'avenir du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut modifier de façon fondamentale pour repenser un nouveau Cameroun? Voilà. Alors, pour repenser un nouveau Cameroun, effectivement, il faut dire que vous êtes quelqu'un qui, on vous connaît pour vos prises de position, et effectivement, cela va en droite ligne avec le poste que vous occupez aujourd'hui, si je peux le dire ainsi, parce que la diaspora a décidé de faire de vous le porte-étendard de la brigade anti-Sardina au Cameroun, et aujourd'hui il y a une conférence sur Berlin. On attend tout simplement que Berlin vous prenne pour qu'on puisse, vous puissiez intervenir dans le cadre de cette conférence, où plus de 1600 Camerounais y participent. Alors maintenant, j'ai envie de poser une autre question, c'est celle de savoir, nous avons suivi une intervention du mot qui date de Albert Zonga, où il parle là d'une transition, mais pour lui, la transition au Cameroun ne peut être effective autant pour moi, que par la rue. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Oui, oui, complètement. Elle peut être militaire, elle peut être pacifique, mais cela dépend évidemment de nos dirigeants. Il faut sortir de cette arrogance qui ne peut naître que de la foi dans les hommes en tenue, qu'on utilise plus pour fouetter des citoyens que pour se battre. Voyez-vous, j'ai beaucoup d'admiration pour l'abnégation, pour le sens du sacrifice de nos soldats qui donnent de leur vie. Mais il faut qu'on donne un sens à ces sacrifices. Il faut qu'on donne la dignité à ces combattants.
à ces morts, qu'on remplisse ou qu'on essaye de remplir ces vides dans les cœurs de ces familles endeuillées. Est-ce que vous avez vu en France, chaque fois qu'un soldat français est tombé, c'est le président de la République en personne qui se lève pour aller rendre hommage, pour aller saluer la mémoire de celui qui est parti et qui est tombé pour la République. Quelquefois, vous êtes allé au Cameroun jusqu'à falsifier les photos du président de la République, soi-disant qu'il a été au quartier général lors des décès de quelques personnes, alors qu'il était en Suisse. Voyez jusqu'à quel niveau va la moquerie. Et cette personne qui s'est rendue coupable de ce genre d'imbécilité-là, elle a été bombardée ministre de la fonction publique du Cameroun. Donc, a été félicitée d'avoir falsifié ces images. Voyez-vous, il s'agit là de quelque chose d'écœurant, d'animal, d'anational, de diabolique. Quand quelqu'un prend son fusil pour défendre sa République, c'est qu'il a décidé de donner sa vie à la République. Ce sacrifice mérite plus de considération que ce qui est fait aujourd'hui. Je voulais arriver, Paul, en parlant de ça, c'était une virgule sur le fait que est-ce que dans des conditions de travail que ces soldats ont, nous pouvons gagner une guerre? Rappelez-vous qu'il a été fait recours très massivement aux Tchadiens pour repousser les soldats de Boko Haram du Cameroun, pour les déloger d'ici. Ils avaient pris leur quartier à l'extrême nord, les soldats de Boko Haram. Rappelez-vous qu'à Bakassi, il a fallu que le président Biya, je ne suis pas de ses femmes, réussisse un tour de force à négocier la paix avec, je crois que c'était le président Cheikhou Chagari ou Bouhari, Mohamed Bouhari. Il a fallu que, à Bangui, donc, je n'ai pas vu, on me le montrera dans l'histoire, je n'ai pas vu des hauts faits de guerre de notre armée où elle a gagné une guerre. Il faudra me montrer cela. De même que vous étiez à Bamenda avec moi, je n'ai pas vu une grande supériorité de nos forces de l'ordre par rapport à ces jeunes Amazoniens qui, je dois vous préciser, avant 2 ans, se promenaient à Bamenda, étaient des va-nu-pieds. D'où vient qu'une armée d'élite comme le BIR formé à Koutaba dans les meilleures écoles, très bien armée, formée en Israël, se fasse bastonner par des jeunes enfants qui luttent avec des machettes et des frondes et des bâtons. Cela pose un problème d'engagement. Est-ce que nos militaires sont encore véritablement engagés dans cette affaire? Cela va faire 2 ans et demi qu'on nous promet que l'armée vaincra, que l'armée gagnera. Entre-temps, les budgets s'épuisent parce que c'est l'une des causes de la crise financière au Cameroun. Je dis crise financière, vous avez fait un peu d'économie, parce que la crise financière, elle est la rareté des liquidités. Nous en sommes arrivés là parce que le Cameroun n'a plus de réserve monétaire à la BA. Eh bien, à la crise économique s'est ajoutée la crise financière. Parce que la crise économique, elle est le refus de la Chine, par exemple, de se porter caution du Cameroun dans le prêt de l'argent à China Exim Bank, par exemple. Parce que c'est China Exim Bank qui se portait garant. Du coup, votre dette, notre dette, non, la vôtre. Je n'ai pas été partie prenante et je n'en ai pas bénéficié. De cet argent qui est venu de la Chine n'a servi qu'à des petites réalisations de prestige personnel. L'histoire dira... Bien sûr, à vous rappeler qu'un Cameroun a construit un hôtel derrière... Et qu'un de ses frères vient de gagner un marché de gré à gré de 3 milliards de francs dans le ministère de son frère. Et que cela s'appelle, en français facile, au moins... on avait dit que c'était un sujet d'une de nos émissions. On était en train déjà d'embrayer dessus. Non, je parlais de l'armée du Cameroun, qu'on ne peut pas, quand on est une armée qui vient d'Israël, qui est aussi lourdement armée, qui engloutit autant de budget, ne pas écraser une petite rébellion avec les drones qu'il y a, avec l'engagement du chef d'État, avec tous les moyens mis en œuvre. Et je disais qu'il faudra qu'on me montre un jour un conflit qui a été remporté par nos forces de défense. Ici comme ailleurs, dans la crise anglophone, il faut poser la question, pourquoi nos militaires ne gagnent pas? Sont-ils bien formés? Sont-ils démobilisés? Sont-ils démotivés? Ont-ils la santé nécessaire? Ça me rappelle le communiqué que vous avez suivi avec moi de ce haut gradé de notre armée qui dit hier, les paisibles soldats camerounais ont été lâchement assassinés dans leur paisible sommeil.
Il dit dans les médias que les soldats camerounais ont été lâchement assassinés dans leur paisible sommeil. Il dit que les gens vont à Bamenda dormir paisiblement. Si on soutient que la bouche ne dit que l'abondance du cœur, eh bien cela veut dire qu'il y a un réel problème dans l'armée. Donc ces problèmes s'étendent aussi en sport, aussi en football. Et pour rentrer sur la fondation Aya Abine, c'était notre sujet, il faut saluer cette fondation. Il faut saluer des gens de cette carrure, des gens de cette hauteur de sacrifice patriotique. Il ne faut plus repousser des gens comme ça qui tendent la main à leurs compatriotes qui sont dans le besoin élémentaire. Parce que, voyez-vous, il y a une différence entre vous, Paul et moi-même, et eux. Eux sont sur une question. Le matin, quand ils se réveillent, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? C'est-à-dire la qualité. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Il a le choix. Vous et moi sommes sur une question. Est-ce que je vais manger aujourd'hui? La nécessité. Est-ce que je vais voir quelque chose que je pourrais manger aujourd'hui? Parce que simplement, comme j'aime à dire, très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. C'est un problème de répartition. Nous parlions au nom de la fondation Aya Abine. Des gens avaient pu voir quelques intérêts personnels dedans. Je peux assurer que non. Parce que j'ai suivi avec vous cette affaire de près. Il s'agit, je crois, d'un engagement patriotique. De telles initiatives, comme celle de Monseigneur Toumi, par exemple, doivent être saluées, soutenues et encouragées par l'État central. Voilà, pour toujours parler de la fondation, on se souvient, le professeur Maurice Kamto avait fait une sortie où il a demandé aux Camerounais d'apporter leur assistance à la fondation. On a vu en intervalle de pratiquement 2 semaines, plus de 30 millions ont été mobilisés, sans compter les biens matériels. Alors, beaucoup de personnes soupçonnent le professeur Maurice Kamto dire que des mèches avec le professeur Aya Abine pour financer ce qu'ils appellent la rébellion. Je vais d'ailleurs lire un message de menace qui a été envoyé au jeune Aya, le fils d'aîné de Aya Abine qui gère la fondation. Ce message a été envoyé hier nuit. Je suis en train de parcourir. Alors, le message il est là. Alors, voici ce que, du moins, la personne ne s'est pas identifiée. Et le message est masqué. La prison a ses réalités. Nous avons le pouvoir de faire ce qu'on veut et quand on le veut. Cependant, vous, cette petite vermine que vous êtes, nous allons nous occuper de vous bientôt. Nous sommes l'aéroport. Vous reviendrez et je vous assure, même avec une balle, vous serez buté. Aya et Kamto ne sont pas que des asticots, insignifiants, et nous allons nous occuper de cette mascarade qui se cache derrière le titre d'ONG pour financer le terrorisme avec l'aide de Kamto. Vous êtes vous-même, ils vous utilisent pour leurs fins égoïstes. Nous verrons. Alors, il faut dire, au regard de ce message, que le professeur Maurice Kamto, du moins le professeur Bégoniste, on peut parler de Maurice Kamto, avait fait une sortie pour expliquer que des personnes à la veille des élections se sont rapprochées du professeur pour lui proposer des armes afin de renverser le régime. Et je peux vous dire d'après l'information que moi j'ai vérifiée, le professeur Alain Fougué allait rencontrer Bagaméré. Il a appelé la police et la gendarmerie pour qu'on a effectivement arrêté ces derniers parce que le professeur Maurice Kamto a dit qu'il n'a pas besoin de fusion de sang pour accéder au pouvoir. Est-ce que selon vous, ce que ces derniers envoient comme message sans toutefois s'identifier, on peut identifier la fondation Aya comme je pourrais dire, une cachée pour financer le terrorisme? On ne peut pas financer le terrorisme avec le prix des sacs de riz que nous avons vus. Le terrorisme, c'est cher à entretenir. Quand vous avez fait géopolitique, quand vous avez fait même un peu de stratégie juste, vous savez qu'un terroriste, un seul, en unité, il faut lui voter un budget sur un an. Renouvelable sur un an, selon les enjeux et les objectifs que vous avez. Non, ce n'est pas possible. Si vous prenez le cas des Palestiniens, par exemple, quand vous mettez des bombes pour vous faire exploser, vous laissez, il y a de l'argent qu'on laisse à sa famille, c'est une assurance vie. Quand on vous a engagé, par exemple, pour aller vous battre en Angola, au Cabinda, c'était le cas à l'époque quand il y avait la guerre entre MPLA et le Sabimbi et Dos Santos, eh bien, on vous donnait un équivalent. C'est le prix du sang, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le prix du sang, c'est cher.
Non, c'était pas avec quelques papiers hygiéniques, quelques sacs de riz et des savons et des vêtements qu'on finance le terrorisme. Et si c'était pour le terrorisme, je crois qu'on aurait été distribué cela aux sauveteurs de Mokolo, aux gens vigoureux qui ont des chômeurs, pour les recruter et les embrigader. Mais c'est aux prisonniers qu'on allait donner cela, c'est-à-dire à des gens qui ne sortent pas de là pour prendre des fusils et combattre le système. Donc ça me semble absurde. De temps, c'est aussi violent qu'absurde. Aussi violent qu'absurde. Maintenant, Maurice Kamto, qui donne un ordre pour que les gens cotisent et les gens cotisent. Un mot d'ordre. Ça veut dire que les gens le suivent. Ça veut dire qu'il a une audience sérieuse et que les gens lui font confiance. Ce qui n'est pas toujours le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui dans les milieux politiques camerounais. Alors, nous parlons maintenant des gré à gré, la République des gré à gré. On a vu plusieurs documents circuler dans le cadre de la CAN. D'après les informations que nous avons, le dernier remaniement, il n'y a pas eu, je voudrais dire, de sanctions, parce qu'on s'attendait à ça, parce que certainement l'argent qui a été collecté pour la CAN, du moins certaines sommes, a servi au financement de la campagne de Paul Biya, ainsi que l'argent du plan d'assistance aux réfugiés, du moins aux anglophones. Alors j'ai envie ici de convoquer, de vous faire part de la une du journal du quotidien L'économie de Thierry Kouti, je crois que c'est la une d'hier, vendredi, qui parle là d'un financement. J'ai envie de répéter ce que la une a dit pour qu'on comprenne effectivement de quoi il est question. C'est toujours dans le cadre de la CAN. Avant d'envoyer même sur les marchés du gré à gré. En fait, Thierry Kouti, dans cette une, nous fait savoir que le gouvernement camerounais doit puiser 33 milliards de francs CFA dans le budget d'investissement public pour financer certains chantiers de la CAN. Pourtant, nous savons tous que, voici ce journal, en fait, je le lis. Alors, 3 stades de la CAN rongent 33 milliards de francs CFA du budget d'investissement public 2019. C'est la une du quotidien L'économie de Thierry Kouti vendredi. Alors, il s'agit des projets où le financement était attendu des partenaires étrangers. L'État va octroyer une partie du budget d'investissement public pour la poursuite des travaux d'infrastructure de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier? Au départ, il y a des investisseurs étrangers qui sont engagés à financer ces projets, mais aujourd'hui, on nous fait savoir que l'État est obligé de puiser 33 milliards de francs CFA pour financer la construction de 3 stades. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier la rétention de ces investisseurs? La bêtise des Camerounais et le sentiment d'impunité de ceux qui appartiennent à la famille du chef d'État, famille nucléaire ou famille politique. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu des arrestations aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Il n'est pas possible que des gens qui en sont rendus compte, s'il y a d'exactions, ça toujours là, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas épilogué longtemps dessus, ce sont des protégés du président Biya. Le résultat, ils peuvent prendre tout l'argent de la CAN, puisqu'il faudra rembourser. On a quand même pris l'argent des Camerounais, des investissements publics pour commencer à rembourser. Il s'agit de ça, c'est tout. C'est-à-dire sa famille a pris et on prend quelque part pour rembourser, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est triste, mais c'est comme ça qu'il faut dire les choses, c'est tout. Alors, on revient sur notre réalité. Il y a un document qui circule sur la table signé Ferdinand Bongo qui s'adresse à, je crois, cet Almamala pour lui dire qu'il doit continuer malgré ses efforts à nommer le ministre délégué au marché, je crois que c'est au ministère du Commerce, ou au marché public, si je ne me trompe pas. Le Ferdinand Bongo a produit un document lui faisant savoir qu'il doit poursuivre, malgré le fait qu'il soit nommé, il doit continuer à assurer ses fonctions à la SONARA. Quelle lecture vous faites avec ces questions? La Camerounais pour être nommé là. La même que celle avec les ambassadeurs. Vous savez que M. Margambélé est toujours depuis 10 ans. Oui. Depuis 10 ans. Malgré qu'il soit DGC. Il est délégué pardon, à la Sûreté nationale. Pareil pour le oui, le DCC, le directeur du cabinet. Qui a en même temps ambassadeur au Gabon. Ambassadeur en France et directeur du cabinet civil. C'était déjà le même cas pour Eloum Paul Chien, qui était directeur à la CSPH et ministre délégué aux Finances. Pareil pour Gaston Eloum, qui en même temps, en tant que ministre de l'eau et de l'énergie, a été pendant un an, avec le poste de directeur de la SNDP. Oui, selon que vous êtes un frère, un neveu, un cousin
ou simplement un affilé de Paul Biya, oui, tout vous est permis, vous avez toutes les grâces du pays, et rien ne vous fera, rien ne fera. C'est même ceux qui diront que vous le faites, ils seront punis lourdement. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier ce genre d'attitude? N'y a-t-il pas des Camerounais aussi compétents pour... je n'ai pas voulu citer ici, c'est la qui est blessée à au moins 7 sociétés, 4 sociétés au Cameroun, notamment le français, etc. Nous avons la preuve que si... Pourtant, la loi interdit le cumul. Nous avons la preuve, oui, la loi interdit formellement le cumul. Nous avons la preuve que si. Regardez la conférence de Berlin. Voyez la qualité intellectuelle des invités. C'est que le Cameroun, réuni aujourd'hui à Berlin, peut à lui seul assurer le développement de ce pays en moins de 2 ans. Si vous voyez la qualité des intellectuels, l'engagement patriotique de ces gens qui financent cette affaire d'eux-mêmes, qui sont idéologiquement préparés et au point, et qui savent que le Cameroun a besoin d'eux. Non, il va d'eux là-bas comme d'ici. Vous avez de bonnes têtes ici, de bons hommes politiques. Il en existe ici à qui on n'a jamais fait recours parce que précisément ce sont des gens qui dérangent. Pensez-vous, monsieur Paul Chouta, que depuis que vous êtes le centre de la communication de la toile au Cameroun, qu'un État sérieux ne vous aurait pas pris comme conseiller pour coordonner, pour créer une maison de la communication chargée de la coordination? Oui, c'est des choses qui existent en France. Voyez-vous, aux États-Unis, celui qui a assuré l'élection réelle de Obama, du président Obama, c'est un jeune garçon de 23 ans qui dans les médias, s'est occupé de tout ce qui était informatique, tout ce qui était réseau. Non, je crois qu'ici, les compétences font peur et on aime ici des gens qui savent bien, parce que précisément, on les promeut et ils savent qu'ils doivent revenir à leur Dieu, d'où souvent des pratiques inavouables. Ils ont fait quand on sait que si cet homme se passe, je ne suis plus là. Et cela cache évidemment ce qu'a dit le patron, le chef d'entre eux, qui a dit qu'il suffit que je fasse la tête comme ça et vous n'êtes plus là. Il parlait à Eric Tigné. Oui, il avait dit déjà l'essentiel de son pouvoir, M. Tigné. Il suffit que je fasse la tête comme ça et vous n'êtes plus là. Alors, une question que j'ai posée récemment à un ami Ernesto Yoni, que je salue au passage. Comment sortir de l'impasse? Par les urnes? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier au-delà de toute cette oppression, la passivité, le silence, complice ou, je veux dire, l'indifférence des Camerounais? C'est un thème de la conférence de Berlin aujourd'hui. Du coup, on risque d'empiéter dans leur ordre du jour. Attendons de voir parce qu'ils ont invité d'éminents politologues qui vont proposer des solutions. Regardons leurs solutions et nous, au niveau du Cameroun, reprogrammons une émission, sans doute dessus, pour dire comment le Cameroun peut-il se sortir de cette crise politique, économique et humaine, parce que c'est une question d'ordre désormais. M. Niat, c'est M. Biya. J'ai lu ça quelque part dans la toile. Totalise à eux seuls 2 siècles d'âge. Et que M. Niat, en réalité, ne présente plus les capacités physiques nécessaires pour assurer ses fonctions. Non, il n'est pas seul dans le cas et c'est un pays qui dort. Qui dort du fait de l'âge de quelques personnes qui ne peuvent plus prendre des initiatives, qui n'engagent plus le pays sur près de 10 ans. Je parlais à une certaine époque avec un ministre qui est encore en fonction, malheureusement, je ne peux pas le citer. Ils sont allés il y a 2 ans, en voyage en Europe avec le président de la République, un voyage en économie. Et bien ce ministre-là, qui s'occupe d'économie, m'a dit, quand je suis revenu, il m'a dit, toi qui as les critiques là, viens me dire pourquoi les gens n'ont rien signé avec nous. Je lui dis, comment ça? Vous n'avez rien signé. Il dit, ne fais pas attention, tout ce que tu vois là, on n'a rien signé. Les hommes d'affaires que tu vois là, on les a mobilisés pour faire de la figuration. Et puis je m'assois, là-bas, ils n'ont pas la tradition des albums photos qu'on remet ici après une visite. Ils ont des CD où on enregistre complètement tous les travaux. Alors je m'assois à son salon et il me met le CD, nous regardons un peu. Quelqu'un l'interpelle, quelqu'un l'appelle au téléphone, il va y répondre, il revient. Et au bout de 10 minutes, je lui dis, ça va, tu peux arrêter, je sais pourquoi on n'a rien signé avec vous. Il me demande pourquoi, je dis, regarde la délégation
en face de vous. Regarde les blancs qui sont venus signer avec vous. Tous ont moins de 45 ans. Tous ont un laptop devant eux. Tous prennent des notes. Regarde la délégation du Cameroun. Personne n'a un mic. Tout le monde là-dedans a au moins 70 ans. Donc, de telles personnes ne peuvent plus engager leur État sur plus de 10 ans. Et là-dedans, dans la délégation du Cameroun, seulement une seule personne savait manipuler l'ordinateur. C'est une délégation de près de 102 personnes. Donc, face à ces jeunes, ces jeunes hauts cadres financiers de Banque mondiale, de FMI et de ceci, il y avait une délégation du Cameroun, des ministres, des hauts fonctionnaires, des amis des gouverneurs, de quelques filles, des gens qui comprenaient rien à l'économie, qui n'avaient même pas un mic pour prendre une autre, quelques-uns somnolaires. Et quand le président de la République s'est levé, les micros sont venus, c'était un ouf de soulagement, parce que certaines personnes avaient déjà très faim, et pendant que ces jeunes blancs qui avaient des laptops voulaient continuer à travailler, et trouvaient que nous étions une curiosité. C'est vous que nous étions une curiosité d'avoir nommé de tels oiseaux à la tête de nos ministères. Je revois les propos de ce ministre-là. Il est encore en fonction, c'est pour ça que je ne le cite pas. Alors, nous avons ri abondamment quand je suis parti de là. Et le ministre m'a dit, ne répète surtout pas ça dans les médias, tu ne sais pas te taire. Ça risque de me valoir ma casquette. Mais il veut que je fasse un miracle. Ils ont pris les ministres qui ne s'occupent même pas de ça. Pour que nous allions à Washington négocier des discours avec le FMI. Des gens qui, au Cameroun, parlent du prix du préservatif et de la et de l'augmentation des prostituées dans la rue. Des gens qui rédigent les motions de soutien à Paul Biya. C'est eux que nous avons amenés à Washington pour négocier avec la Banque mondiale. Les gens se veulent que je fasse quel miracle. Et tu m'entends les gens aller dire au président Biya, il ne fait une propre initiative. Quelle initiative il me parle? Voilà comment ça s'est passé. Et il me dit, tous les jeunes blancs là, quand nous nous sommes retrouvés le matin, ils ont demandé que parmi vous là, quand on va venir chez vous, on va parler avec qui? Et j'ai dit avec moi, et ils ont dit, mais toi tu n'as même pas parlé hier. Et je leur ai expliqué que non, chez nous, c'est d'abord le président qui parle, après c'est le président de l'Assemblée nationale qui parle, après c'est le premier ministre qui parle, après c'est le chef de la délégation qui parle, après c'est l'ambassadeur qui parle. Et si le président se rappelle que je suis ministre de l'économie, il se retourne alors et il dit, ouais, vous pouvez parler. Voyez-vous, comment voulez-vous négocier des prêts d'argent quand vous êtes déjà surendetté face à des jeunes qui sortent de Harvard, qui sortent des meilleures écoles de commerce, des meilleures écoles d'économie, quand vous leur avez amené des gens de 75 ans qui ne savent pas manipuler l'ordinateur, encore moins le laptop, et qui dorment à point fermé face à une délégation de personnes qui veulent regarder votre dette intérieure, vos produits réels, vos taux de vente, et ceci et cela, pour voir si on peut encore, malgré votre dette, vous accorder quelques subsides financiers pour votre survie. Il ressort de ça, parce que c'est très important ce que je veux dire là, que nous avons une économie au service de la politique. Et nous n'avons pas de politique économique. Résultat, pour récompenser un ami fidèle, par exemple, quelqu'un qui a bien servi, on le nomme directeur général de Camtel, qui est un sénateur et un ami et un ancien premier ministre. Et la négociation dans ce genre de situation, c'est généralement, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On dit, oh, on lui a déjà enlevé, on l'a déjà enlevé comme directeur, comme PCA, la SNI. Trouvons quelque chose à sa femme, comme lui-même il est déjà très fatigué. Voilà comment on négocie un poste aussi délicat qu'un poste économique, comme poste de communication, comme Camtel. On dit qu'est-ce qu'on peut lui donner? On lui a déjà enlevé PCA, on lui a déjà enlevé le PCA, et machin. Donnons-lui quelque chose. On dit, il y a un mec qui est autour de lui là, qui est un peu voyant et qui nous est fidèle. On dit, ah, il y a son épouse là qui est souvent gentille. Quand on va souvent là-bas
à Santa. Elle nous a fait un très beau repas la fois dernière quand on était là-bas. Elle était très disponible, c'est elle même qui a négocié nos hôtels. Et elle nous a fait des paquets quand on est rentré. Voilà les critères de nomination d'un grand directeur de société, généralement au Cameroun. Ou alors on dit, c'est qui le jeune là? Non, mais il nous suit depuis le jeune là. Hein. D'ailleurs, son père me met très ami au chef. Il est très ami au chef de la République, au président de la République. Si on le nomme, on va récompenser un ami du président de la République. Et c'est qui? C'est le jeune Sumbu Angoula. On dit, mais cet homme l'aime très bien. Son père était le chef supérieur de Nanga et Boko. Vous savez que la première dame vient de là-bas? Ah bon? Oui, oui. Et le consensus est fait pour nommer quelqu'un qui n'a pas les qualités, qui n'a pas l'étoffe, qui n'a pas le cursus nécessaire. C'est cela la chute de l'esprit d'entrepreneuriat. Il n'est pas du fait des directeurs qu'on a nommés. Les directeurs qu'on a nommés sont des politiques nommés à la tête des ministères économiques et stratégiques. Du coup, vous faites de la politique économique et non l'économie politique. Vous appréciez mal, par exemple, la nomination de 3 littéraires dans tous les domaines sensibles de l'économie au Cameroun. Voyez au ministère du Plan. Alamine Ousmane est gentil, c'est un ami, mais au début, en carrière, c'est un polyglotte qui parle bien allemand. C'est sa première qualité. Il allait faire des études de langue en allemand. En Allemagne, avant de faire un peu de statistiques, parce qu'il est statisticien à l'origine. Monsieur Louis-Paul Motazé n'a fait d'économie nulle part, n'a jamais fait aucune école d'économie. Vous lui avez donné déjà la CNPS, vous lui avez donné encore tel ministère, vous avez donné la coordination de toutes les grandes ambitions au Cameroun, avec le résultat que chacun sait quand il était secrétaire général des services du Premier ministre. Et maintenant, en récompense, vous lui avez donné le ministère des Finances. Dans un État où la préoccupation principale, c'est les finances, il me semble que c'est des hommes pointus dans l'économie et dans la finance qu'il fallait nommer là pour relever une économie moribonde et agonisante comme la nôtre. Je crois qu'il y a eu énormément de ratés dans cette affaire, mais pour rentrer à ce qu'on disait tout à l'heure, ces remaniements ne sont pas faits pour plaire au peuple, pour servir le peuple, mais pour plaire à un prince qui a une ambition centrale, c'est de conquérir le pouvoir, de préserver le pouvoir, et donc de récompenser tous ceux qui l'ont aidé, soit à conquérir le pouvoir, soit à le préserver. D'accord, c'est sur ce point que nous allons assurer notre... Oui. Donc, il faut dire que désormais, chaque samedi, à partir de 10 h, vous avez beaucoup de gueule. Tout à l'heure, nous allons devoir arrêter ce live, maintenant, parce que nous pourrons probablement être dans un nouveau live. Oui, avec nos amis de Berlin qui se manifestent déjà. Donc, merci encore une fois de plus pour votre attention. D'ici à la portée, vous bien, au revoir.